Bonsoir. Tout d'abord, je me présente. Donc, je suis le président de l'Association des Amis de la Liberté, qui a comme objectif l'éducation culturelle populaire. Et nous rencontrons énormément de succès. On est même sollicité par les communes avoisinantes, mais malheureusement, il faut beaucoup de monde pour y participer. Et donc, on organise à peu près, disons, une quinzaine de conférences par an, plus un séminaire sur des thèmes très précis, comme là actuellement, sur une réflexion sur les révolutions bourgeoises depuis le XVIe siècle jusqu'à la dernière période, avant d'arriver à la période de la Révolution française et le capitalisme montant. Donc nous avons aussi cette richesse que toutes les conférences elles sont enregistrées, et donc en allant sur notre site, on peut voir sur 12 ans en arrière toutes les conférences que nous avons faites, sauf certaines où le conférencier ou la conférencière refusait qu'on la filme pour différentes raisons personnelles. Donc voilà, on est une association qui marche très 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 bien. Nous tournons entre 80 et 160 personnes dans chaque conférence, suivant le sujet. Et la richesse, c'est qu'on a un noyau, mais en fonction des thèmes, c'est pas le même public qui vient. Et donc c'est très enrichissant. J'ai été assez surpris. Par exemple, il y avait une vice-consul des États-Unis, consul français, qui m'a sollicité qu'elle ne pouvait pas venir à une conférence qu'on faisait sur les États-Unis. Elle m'a invité au petit déjeuner et j'ai été quand même agréablement surpris qu'elle connaissait notre association. On reçoit des fois des années après des remerciements. On est assez surpris des conférences qu'on a faites il y a 4-5 ans en arrière. On a eu même reçu des messages des États-Unis et de Russie, et d'autres pays. C'est assez surprenant et enrichissant. Et voilà un peu, je ne peux pas développer toute l'association. Donc là, ce soir, nous avons notre ami Gérard, qui est déjà venu faire des conférences à Nice pour les Amis de la Liberté. Ce soir, malheureusement, vu peut-être qu'il y aura la tempête, on n'en sait rien, mais on ne veut pas priver la prestation de Gérard sur la révolution des œillets, la révolution portugaise, qui nous enseigne quand même pas mal de choses. Et quand j'ai lu un peu ton petit condensé derrière ton livre, qui donne quand même des idées à la jeunesse pour faire la révolution, parce qu'on est pour faire la révolution, changer cette société qui malheureusement se dégrade de plus en plus avec ce qui se passe. Voilà. Donc Gérard, je te laisse la parole. Bon, d'abord, merci de l'invitation. C'est vrai que ça doit faire la troisième fois, je crois, chercher dans ma mémoire que votre association m'invite. Les 2 premières fois, c'était pour des questions de droit du travail. Autant que je me souvienne, lorsqu'ils attaquaient le code du travail et lorsqu'ils attaquaient les retraites. Et moi j'ai fait des centaines de meetings par an jusqu'avant le Covid. Je continue encore d'en faire autant que possible. Et j'ai fait 5h30 de train pour apprendre qu'il y avait une alerte rouge. C'est bien de lutter contre l'adversité, les tempêtes, et de faire quand même la conférence pour ceux qui voudront bien nous voir sur l'écran. Alors, pourquoi le Portugal ? Alors d'abord, ça fait 50 ans. Ça fait 50 ans que c'est la plus grande révolution, après mai 68, qui n'a pas abouti, c'est la plus grande révolution en Europe de la fin du XXe siècle. En puissance, c'est 18 fois mai 68. Pour ceux qui ont envie de comparer avec leur propre vécu, elle a duré réellement 20 mois. Il y a eu 6 gouvernements provisoires, un triumvirat, une assemblée constituante, une assemblée législative et des mini-coups d'État pratiquement tous les 2 mois, sous la pression d'un mouvement de masse extraordinaire. Et c'est la première chose que je vais dire. Moi, ma première carte CGT est en 1963, et avant 68, on me disait souvent c'est fini les grandes crises révolutionnaires, c'est fini 36. C'est fini 45.
Les mots de l'époque, on est en 66, 67, étaient la classe ouvrière est embourgeoisée. Alors, le PMU, le tiercé, la bagnole. Et donc, l'idée qu'il puisse y avoir de grandes crises comme ça, je la recevais alors que j'avais 20 ans. Et je la refusais. Ce qui fait que quand mai 68 est arrivé, je me suis senti épanoui et dans le ton de ce qui était en train de se produire. Je dis ça parce qu'il y a eu la même chose sur le Portugal. Qu'est-ce qu'était le Portugal avant 1974 ? Un peu tout petit pays, 8,5 millions d'habitants, avec une dictature qui durait depuis 40 ans. La dictature salazariste, c'est 1934-1974. Salazar a eu un AVC vers les années 68-69. Il s'est fait remplacer par Caetano seulement dans les 5 dernières années. Alors avant, le Portugal avait connu des tas de choses. Il a même connu une république qui avait duré à peu près une vingtaine d'années. Mais il y avait eu 24 coups d'État pour 20 ans. Et l'armée, sans arrêt, revenait, la puissance de l'Église revenait, et donc il y avait de quoi avoir un pays tout à fait appauvri, sans solution politique. On disait que c'était les 3 F. Fado, football, et puis Fatima. Fatima, c'est curé. C'était celle qui, genre de Notre-Dame de Lourdes ou de Lisieux, je ne sais pas, avait une inspiration qu'il fallait qu'elle mobilise le Portugal contre la révolution bolchevique qui était à l'autre bout de l'Europe. Donc ils avaient inventé la place blanche par opposition à la place rouge. Et les paysans les plus pauvres, entraînés mais dans cette caricature, allaient sur des dizaines de kilomètres à genoux à la place de Fatima. Et il y avait 400 000, 500 000 personnes tous les ans comme rassemblement anti-bolchevique, anti-rouge. C'est le premier F. Le deuxième F, c'était le football, parce que c'était le Benfica de Lisbonne, qui était une des plus grandes équipes au monde et qui focalisait absolument toute l'attention de la population autour d'elle. Et le troisième, c'était le fado, qui est cette chanson toujours triste, quelque part, et une mélopée. Il y a des fados très tristes et très religieux, il y en a plus révolutionnaires. Mais en fait, c'était quand même le fado qui dominait totalement la culture. Et Amalia Rodriguez était une des vedettes de la dictature. Et l'emprisonnement du peuple a été total sous Salazar. Alors Salazar s'est imposé aux militaires en disant une chose simple. Il a dit, moi, je veux bien que vous me mettiez au pouvoir, mais si vous acceptez mes règles. Et ma règle, c'est pas de déficit et pas de dette. Pas un escudo en moins dans la caisse à la fin de l'année. Et il a appliqué ça pendant 40 ans. La fameuse règle de Madame Merkel sur la règle d'or, on n'a pas de déficit, on n'a pas de dette, 40 ans. Et il a fait du Portugal le pays le plus pauvre d'Europe avec cette méthode. Pas d'investissement. À la fin, en 74, pour vous dire, il y avait 78% d'analphabètes dans les campagnes, 74, et 48% d'analphabètes dans les villes. C'est vous dire s'il avait chassé la culture et l'école et l'éducation. Par contre, les plus riches hommes au monde étaient portugais. Vous vous souvenez pour les Grecs que c'était Onassis, pour les Portugais c'était Champalimaud. C'était la plus grande fortune au monde. C'est-à-dire que le système qu'il avait d'oppression, d'exploitation et d'aucune situation sociale, l'espérance de vie était du genre 55 ans. Donc vous avez 40 ans de dictature terrifiante avec une police politique pour un pays qui fait à peu près 8 millions d'habitants à cette époque. Vous avez 200 000 policiers de lapide et ce sont des mouchards. Si vous dites un mot de trop dans le café en prenant votre apéro ou un verre de Porto, et ben vous vous faites arrêter le lendemain parce qu'il y a quelqu'un qui a écouté ce que... Et la répression a été totale contre tous les partis politiques qui ont été interdits. C'était un syndicat unique, vertical, étatique, et il n'y avait qu'un parti qui était celui du Salazar, du douteur, il se faisait appeler docteur en économie pour bien montrer ses compétences, et Salazar a régné ainsi en écrasant le Portugal et les colonies portugaises pendant 40 ans. La police politique était tellement réputée bête qu'elle avait interdit Lénine, les livres, Staline et Racine.
Il n'y a pas de raison de ne pas interdire Racine. Ils ont cru que c'était dans la foulée de Lénine et Staline. C'est vous dire c'était une police de tortionnaires, c'était une police de brutes, c'était une police abrutie, c'était une police qui maintenait l'obscurantisme, qui veillait bon, évidemment, il n'y avait aucun droit pour les femmes, qui veillait à une oppression religieuse tout à fait considérable et qui traquait n'importe où tous les mouvements sociaux qu'il pouvait y avoir. Il y en a eu pas mal, des tentatives, mais les gens se faisaient arrêter immédiatement, avec un système aussi puissant de flicage et d'espionnage. Et donc, on peut dire que c'était une des plus horribles dictatures d'Europe, une des plus anciennes, et une des pires, qui s'exerçait avec un racisme profond dans les colonies, qui étaient très grandes. L'Angola, le Cap-Vert, le Mozambique, Timor, c'était des colonies totalement matraquées, brutalement, par l'armée portugaise. Donc voilà. Alors, les colonies, ils ont fait vivre un enfer, jusqu'à ce qu'il y ait les premiers soulèvements coloniaux qui ont été on va citer un cas, c'est en Angola, c'est le FLNA, c'est le 15 mars 1961. Ils ont fait comme avait fait le FLN algérien le 1er novembre 1954. Si pour mémoire, le FLN avait mis des bombes dans 25 villes différentes, c'était la nuit de la Toussaint, pour démarrer, en gros, l'insurrection pour l'indépendance. Le FLNA l'a fait, le 15 mars 61, ils ont fait ce que le Hamas avait récemment fait le 7 octobre. C'est-à-dire qu'ils ont été dans toutes les campagnes et ils ont exécuté toutes les familles, hommes, femmes, enfants portugaises, de tous les chefs. Ça a été un massacre qui a démarré en fait la guerre contre le Portugal et pour la libération de l'Angola. Et ça a secoué la dictature, c'est à partir de 61, c'est le soulèvement de partout en Afrique, le Mozambique suit le même chemin, et évidemment ça va commencer à poser des problèmes au régime lui-même, parce que ça coûte très cher, il est isolé sur ce coup, jusqu'à présent Salazar s'était tenu à l'abri de tout, cautionnant Franco, prudent avec Hitler, pas hostile aux Américains, négociant avec les Anglais, et ayant en échange le droit de faire ce qu'il veut, et quand les colonies commencent à soulever, là il y a un mouvement mondial qui soutient l'Algérie, et qui va soutenir aussi l'Angola, et là ça va mettre en difficulté le régime. Et c'est là que naît vraiment, c'est une surprise, les gens ne savent pas, le MFA, Mouvement des Forces Armées. Ça va être le mouvement des puros contre les espurios. C'est-à-dire que la dictature, pour sauver ses colonies, elle envoie des appelés. Alors le premier résultat, quand elle envoie des appelés, qu'elle mobilise la conscription, c'est que tous les jeunes s'enfuient du Portugal. Alors, plus de 100 000 jeunes vont s'enfuir. Et c'est une époque où on a 800 000 à 900 000 Portugais en France. C'est-à-dire, pour un pays de 8 à 9 millions d'habitants, 8 ou 900 000 émigrés ici, ça donne une indication de ce qu'était vraiment le pays. Et quand ils font des conscrits, ce sont les officiers de l'armée coloniale qui refusent les conscrits. Parce qu'ils ne sont pas bien fermés, pas bien payés, ils vivent comme un boulet. Alors ils les traitent d'impurs, eux étant les purs. Et le premier mouvement interne à l'armée est un mouvement qui est en fait corporatiste, pour défendre les avantages des officiers, de la caste des officiers, qui se dégradent parce que la guerre coloniale est en train de se perdre, et d'autre part parce qu'on leur envoie des conscrits qu'ils considèrent comme de la bleusaille, et comme des incapables, une gêne, et qui ne sont pas bien payés, et qui, du coup, la caste des officiers va rentrer en opposition progressivement avec le régime. C'est ça qui va faire le 25 avril 1974. Le 25 avril 1974, le mouvement des forces armées, pas encore connus, qui sont des gradés, des officiers, des colonels, des capitaines, décident de virer le régime et de prendre en main les choses eux-mêmes. Alors c'est pas bien connu, on appelle ça révolution des œillets, mais ils n'ont pas du tout l'intention de faire une révolution. Il faut un coup d'État. Ils mettent les chars dans tout Lisbonne, et ils appellent au couvre-feu, que le peuple ne sorte pas, que le peuple ne se mêle pas de ça, c'est ce que leurs communiqués disent. Et ils menacent de réprimer si le peuple sort. Alors, évidemment, au bout de 40 ans de dictature, les gens sont prudents. Et donc, ce qui va se passer, c'est qu'il y a une marchande d'œillets qui ne peut plus vendre ses fleurs, qui est en face des chars, on lui a mis des chars devant sa boutique, elle sort avec ses œillets à abandonner aux soldats qui sont dans les chars.
lesquels lui disent merci madame, sympathiquement, etc. Du coup, il y en a d'autres qui vont prendre des œillets, et au bout d'une heure, il y a 100 000 habitants de Lisbonne qui sont sortis dehors. C'était pas prévu du tout. Contrairement à la légende, la révolution des œillets. C'est un coup d'État qui est totalement dépassé à l'origine par une mobilisation populaire qui, en quelques jours, du 25 avril au 1er mai, va mettre près d'1 million de personnes dans la rue. Ça, c'était pas ce que les militaires avaient envisagé, les puros. C'était pas ce qui était leur plan. D'ailleurs, ils ont nommé aussitôt comme chef d'État Antonio de Spinola. Et Antonio de Spinola, c'est un nazi. Le gars était un volontaire sur l'armée de l'Est pour Hitler contre les bolcheviks. Et le gars, son passé, c'était un vrai nazi. Ils n'avaient pas du tout envisagé d'aller à gauche, pas du tout. C'était, on veut corriger ce que la dictature ne peut plus faire avec les colonies. Le problème étant venu des colonies. Et quand les masses se sont sorties, il s'est produit ce qui s'est produit. C'est-à-dire que quelques policiers de Lapide ont commencé à vouloir empêcher les gens, mais aussitôt ils se sont fait attraper. Ils se sont fait pourchasser, il y a eu six agents de Lapide qui ont été lynchés, et le mouvement contre la police politique a été absolument total dans la rue dès pratiquement les 3 premiers jours. Et c'est une vraie révolution, surprise, qui n'était pas prévue par les militaires. Souvent, les gens ont attribué aux militaires la révolution, mais la révolution s'est faite malgré les militaires et leurs plans. Et alors après, il y a deux séquences que je dis toujours, elles sont attendrissantes, parce qu'il y en a une, c'est l'arrivée du premier secrétaire du Parti socialiste portugais, Mário Soares. Et moi, j'avais croisé dans ma vie militante de l'époque, en 1971, Mário Soares dans une réunion à Rome. J'avais commis la même indifférence que tous ceux qui étaient avec moi à la réunion, de ne pas faire attention à lui. Pourquoi ? Parce que Portugal était un petit pays exploité, puis qu'on croyait qu'il n'y avait pas une possibilité à court terme d'une telle révolution. Il ne faut jamais désespérer des révolutions. Il faut toujours avoir confiance en elles. Elles surgissent toujours immanquablement. Moi, je suis un enfant de mai 68, et je pense à 79 ans qu'il y aura d'autres mai 68. Mais le Portugal m'a confirmé cela, c'est-à-dire, au bout de 40 ans, en fait, le peuple est sorti, les salariés sont sortis, comme s'ils étaient tout frais et tout à fait destinés à changer le monde. Et alors, quand Mário Soares arrive, il serait furieux si la comparaison, lui arrive ce qui est arrivé à Lénine le 2 avril. Quand il est arrivé en Russie, il est accueilli par les masses. Les gens qui n'avaient pas le droit d'être socialistes et pas le droit d'être communistes depuis 40 ans viennent saluer le secrétaire du Parti socialiste qui avait tenu un congrès en Allemagne en 1973, l'année d'avant, et qui avait fait quelques tentatives pour revenir comme étudiant au Portugal, qui a chaque fois été emprisonné. Je crois qu'il a fait 18 tentatives et a 18 fois été emprisonné et réexpulsé. Et là, il est accueilli triomphalement. Et quelques jours plus tard, c'est Álvaro Cunhal, qui est le dirigeant du Parti communiste portugais. Alors, il faut dire quelque chose de lui, c'est le héros de toute la lutte contre la dictature. Il a presque fait 20 ans de prison, c'est le Mandela portugais, si vous voulez. Et il a été enfermé dans des conditions, et torturé dans des conditions épouvantables. C'est un homme extrêmement courageux, avec un énorme charisme. Et lui, quand il sort de la gare, si j'ose dire, il monte sur un char, et là, toute la foule est autour, sur le thème Bravo. Alors, évidemment, les militaires n'avaient pas prévu que les dirigeants socialistes et les dirigeants communistes arriveraient aussi puissamment, et il va se passer un truc extraordinaire le 1er mai 1974, 5 jours après, 25 avril, 1er mai 1974, c'est que Álvaro Cunhal et Mário Soares sont bras dessus, bras dessous, et dans l'unité, tout Lisbonne, tout le salariat de Lisbonne, 1 million de personnes sont derrière. C'est ça la révolution des œillets. Et alors, les militaires Spinola vont dire non, faut arrêter ça. Et donc, ils vont essayer sans arrêt de bloquer les exigences. La première revendication étant 6 000 escudos, un SMIC à 6 000 escudos. Cette revendication-là, ils ne veulent pas la céder. Donc, les gens vont sans arrêt se mettre en mouvement dans toutes les branches. Dans les postes, dans les transports, dans la métallurgie, dans les chantiers de la LISNAV, absolument partout pour les 6 000 escudos. Et l'histoire que je ne vais pas vous raconter en détail, parce que là, il me faut toute la soirée et plus pour vous la raconter, mais c'est dans mon livre, semestre après semestre, ça va durer 20 mois vraiment.
le premier gouvernement provisoire va tomber pratiquement dès juillet 1974. Le deuxième va se mettre en place à l'automne 74. Spinola, qui est raide comme un piquet, qui dit je comprends pas, j'ai pas fait tout ça, je peux pas supporter, il faut de l'ordre. On appelle à un moment donné à la mobilisation de la majorité silencieuse. Il croit que la majorité du peuple portugais, c'est lui. Mais pas du tout. Il va venir personne à sa manifestation. Ça va pas du tout être comme en France à la fin mai 68, où il y a un défilé quand même de la droite qui existe. Là, il y a personne pour défiler pour Spinola, et il y a personne pour défiler pour la droite. Tout le mouvement, toute la radicalisation des esprits va à gauche. Et donc, le Parti communiste commence à faire des meetings de très très grande ampleur, avec des dizaines de milliers de personnes. Le Parti socialiste également, avec des dizaines de milliers de personnes. Moi, j'ai assisté à certains de ces meetings. J'étais fasciné par le dynamisme de la foule, l'ensemble de l'enthousiasme, les mobilisations et les manifestations. C'est-à-dire, pour moi, qui était un 68ard, je retrouvais mes 68. Et les gens ont vu de loin en France et dans le monde entier. Mais le monde entier était dans une situation particulière. Nous sommes en 74. Nous sommes à peu près, le début, c'est 6 mois après le coup d'État contre Allende. Nous ne sommes que, si vous voyez Prague, l'intervention en 68, nous ne sommes finalement que 6 ans après. Ce qui fait que les menaces internationales d'un côté d'un coup d'État, comme ça a été fait contre Allende, sont dans tous les esprits. La menace pour ceux qui vont être opposés à la révolution, comme un coup de Prague, va être dans tous les esprits. Et les choses vont se politiser quand même très très vite. Et il va y avoir une ébullition politique dans ce pays où toute la politique était interdite depuis 40 ans, une ébullition politique absolument fabuleuse. Fabuleuse. Les livres sortent, tous les soirs il y a de l'information, de la culture, et toute une série d'émigrés reviennent, et c'est une mèche qui va bousculer sans arrêt toutes les tentatives pour la faire taire. Vraiment, de façon extraordinaire. Et Le Monde en France dit que c'est Cuba au bout de l'autoroute du Sud. Parce que des dizaines de milliers de gens vont venir de toute l'Europe pour voir une telle situation. Tous vont être dans les cortèges, et ça va aider à la politisation, ce qui fait qu'il va se créer à peu près autant de groupes d'extrême gauche qu'il y en avait de variantes en Europe, avec à l'époque une particularité, c'est une forte présence des maoïstes. Parce que les maoïstes c'était à ce moment-là la séparation totale avec l'Union soviétique. Entre Mao et Brejnev, c'était la guerre. Les maoïstes considéraient que c'était les nouveaux tsars, et que les principaux ennemis de la révolution, c'était les communistes proches de Moscou. Et ils soutenaient en dos le Parti socialiste. Et toutes les autres variantes étaient peu ou prou proches du Parti communiste, et l'ont soutenu dans le déroulé des événements. Comment se sont comportés les deux partis ? Le Parti communiste était un parti, je dirais, traditionnel à l'époque. Vous êtes bien dans les années 60 et 70. Et en gros, l'idée de la direction du Parti communiste, c'était le Portugal n'est pas mûr pour la révolution. Donc il faut arrêter ça. On fait une alliance avec le MFA, on a une révolution bourgeoise, et on s'en tient à une révolution bourgeoise. Tous ceux qui veulent aller plus loin sont des gauchistes, qui vont couler le navire et qui vont faire revenir les réactionnaires. Donc avec ce raisonnement, ils se sont opposés à tout ce qui pullulait dans la jeunesse d'idées révolutionnaires, d'envie d'extrême gauche, etc. Ils s'y sont opposés frontalement, et ils ont cherché frontalement à passer des accords permanents avec le MFA, avec le mouvement des forces armées, avec Spinola d'abord, puis ses différents successeurs. Et donc quand ils ont fait ça, ils se sont coupés de toute une série de grèves, de mouvements de jeunesse, de mouvements paysans, de mouvements de quartier, parce qu'il est né des comités spontanés un peu dans tous les domaines, quoi. Des comités de Moradores, c'était des comités de quartier, et tous ces comités-là, le Parti communiste a cherché à les arrêter en disant calme, rigueur, discipline, on suit ce que dit le gouvernement du MFA. Le Parti socialiste était plus, contradictoire. C'est-à-dire qu'il se laissait bercer par la poussée du mouvement des masses, mais avec l'idée générale qu'il fallait
faire une démocratie bourgeoise comme il y en existait ailleurs en Europe. Ils étaient largement soutenus par le SPD allemand, en moyens, en financiers et en cadre, et ils étaient largement soutenus par le PS français à l'époque, c'était plus souple, moins opposé au mouvement des masses, mais l'idée c'est qu'il fallait pas non plus verser civilis scudo, hein. C'était l'idée que c'était des revendications beaucoup trop avancées et qu'il fallait progressivement aller vers des transformations sociales. Et ils se sont heurtés aussi à une partie de la base du salariat portugais. Ce qui fait que l'ébullition est venue à la fois avec les deux partis principaux, qui ont été vite majoritaires, et elle est venue aussi contre eux, parce que leur direction ne se proposait pas de répondre à la mobilisation des masses, elle se proposait de calmer le jeu et d'arriver à des institutions régulières, comme il y avait partout en Europe. C'est la contradiction principale qui fait que ça dure 20 mois est là. Hein. Et c'est très important de le comprendre, parce que tous les gauchistes de l'époque, et là il y avait vraiment des gauchistes, étaient par contre des élections, et déifiaient le MFA, en disant que c'était la force révolutionnaire. Et je fais une incise, le journal Libération, qui venait juste de sortir, on est en 1974, qui était dirigé par Serge July, était ici en France, un partisan du mouvement des forces armées. Et il était contre des élections, Serge July faisant des éditoriaux en disant que les élections allaient brader la révolution. Et donc il fallait que le MFA aille plus loin dans la construction soviétique. On était en ce paradoxe où les gens imaginaient que c'était l'armée, le mouvement des forces armées, qui allait construire des soviets et donner la démocratie, que pour ça, il ne fallait pas d'élection à une assemblée constituante. Ce qui fait que le débat pour une assemblée constituante a été très compliqué, elle a eu lieu. Il faut comprendre la Révolution portugaise, pour ceux qui veulent avoir un calendrier dans la tête, c'est utile. 25 avril 74, c'est l'explosion, le coup d'État et l'explosion. Le 25 avril 75, il va y avoir l'Assemblée constituante. Et le 25 avril 76, il y aura l'Assemblée législative, selon les modalités décidées par l'Assemblée constituante. Ça se passe toujours un 25. Vous verrez même dans ma conclusion tout à l'heure que ça se termine un 25 novembre, c'est-à-dire entre 74 et 75, le 25 novembre 75. Et alors, faut-il qu'il y ait une constituante? Et là, c'est le MFA devient gauchiste à son tour. Alors vous avez des hommes comme Othello de Carvalho qui deviennent des... Othello de Carvalho, il se rend à la Havane, il revient avec un cigare comme Che Guevara, et il se prend pour... et ça marche avec les guérilleros au sud de l'auto... Et le MFA va faire, par exemple, appeler à ce qui est pas... il peut pas s'opposer vraiment à ce qui est une constituante, donc il va appeler à ne pas voter à la constituante. Il va appeler à voter blanc. Il faut voter MFA, blanc. Il ne faut pas voter pour le PS et pour le PC. Et ils vont faire une campagne dans les campagnes où les militaires vont expliquer aux paysans, aux ouvriers et aux employés quelle est la bonne formule pour faire des soviets, des comités et ne pas faire une assemblée constituante. Évidemment, ils vont perdre alors qu'ils ont le pouvoir. D'abord, Spinola va être obligé de partir en mars 1975 parce que sa majorité silencieuse ne fonctionne pas. Et puis ensuite, les mouvements de grève continuent, ils sont inarrêtables. Il y a des séquences. Là, il faut voir Capitaine d'Avril, c'est un des films qui existe, mais il existe 6-7 petits films sur la Révolution portugaise qui sont bien plus précieux que celui-ci qu'on a vu sur Arte. C'est par exemple la séquence qui est une des séquences. Voilà, c'est les ouvriers de Setúbal qui sont de l'autre côté de la Lisnave, et il y a un grand pont qui a été fait, qui rejoint à Lisbonne, et quand ils viennent en manifestation pour aller vers Lisbonne, le mot d'ordre des militaires de droite, c'est dire « vous m'arrêtez ça tout de suite, vous les bloquez, ils vont pas venir au centre-ville ». Et vous avez cette séquence des ouvriers qui approchent en masse, et puis l'armée, puis les ouvriers poussent, les rangs de l'armée, des Bidas et tout ça s'ouvre, Espurios ou Purios, tout ça s'ouvre, et ils passent au milieu de l'armée, et ils arrivent jusqu'au centre de Lisbonne. Là, vous avez une image révolutionnaire, comme dans tous les mythes de la Révolution, comme quand les ouvriers de Viborg viennent au centre de Leningrad, de Saint-Pétersbourg, c'est la même chose. Hein. Ils ne peuvent pas passer sur les ponts, ils passent sur la Neva parce qu'elle est gelée, les images sont connues. Mais là, c'est une image symbolique de la révolution qui déferle et qui renverse l'armée, ses interdits, et puis qui commence à négocier partout les droits, parce que les patrons se font mettre en cause dans toutes les entreprises, les policiers de Lapide désertent, s'enfuient au Brésil ou ailleurs en Europe parce qu'ils sont pourchassés de partout,
Et en fait, il y a peu à peu plus d'autorité, plus de police, et l'armée est totalement déstructurée par la poussée qui s'exerce du peuple sur sa base de soldats, et la base de soldats sur un certain nombre de ses officiers, qui eux-mêmes n'ont pas une énorme culture politique, mais qui se plient au courant vers la gauche. Otello de Carvalho est un symbole de ceci. Et ça arrive à se faire chasser Spinola, et puis ensuite, après, ils vont faire des gouvernements pour essayer de gérer, puisqu'il y a une constituante qui est élue. Et quand la constituante est élue, devinez, parce que c'est ça qui est l'essentiel, il y a une majorité PSPC. Plus de 50%. C'est-à-dire que la gauche, bannie pendant 40 ans, l'emporte aux élections. Alors, pas les gauchistes, pas ceux dont Serge July voulait gagner, mais véritablement, les deux partis arrivent à être majoritaires, le Parti socialiste étant largement devant, mais ça donne une majorité qui peut permettre de gouverner. Sauf que là, la division se fait entre les deux partis. Et le Parti communiste va dire non, c'est bien le MFA, on continue avec le MFA. Le Parti socialiste, Soares, antimilitariste, dit non, c'est pas bien le MFA, faut gouverner comme ailleurs en Europe. Et rien de ces solutions va pouvoir s'imposer. La première grosse crise, d'ailleurs, est typique, c'est un problème de démocratie et de programme fondamental pour toute la gauche. C'est qu'il y a un journal qui s'appelle Républicain. Qu'est-ce que on peut dire pour ceux qui... Le Matin de Paris de l'époque, ou une sorte de Libération de l'époque, quoi, et que plutôt à gauche, qui est un journal plutôt bourgeois, enfin entre Le Monde et Libération, quoi, et qui existait déjà, et qui à ce moment-là se transforme, parce qu'il essaie de répondre au climat, quoi, du pays, aux informations du pays depuis début 74, et les ouvriers du livre ont des revendications salariales. Vous vous souvenez peut-être en France, c'était les bagarres avec les rodéos contre Amaury et R100. Il y avait des batailles où les ouvriers du livre étaient en grève. Et moi, j'ai participé à ça, j'ai été ouvrier du livre alors pendant plus de 2 ans et demi. Mais la bataille des ouvriers du livre va poser une question fondamentale. Parce qu'ils vont dire, puisqu'on met en grève pour nos revendications, nos salaires, les 6 000 escudos, et que la direction ne répond pas, ils vont vouloir s'exprimer dans le journal. Alors, s'exprimer dans le journal, jusque-là, ça va, mais petit à petit, ils prennent le contrôle du rédactionnel du journal, ce qui n'est plus la même chose. Parce que c'est comment la liberté de la presse existe ou n'existe pas, et pour ceux qui veulent travailler, c'est décrit en long, en large dans mon livre, mais en gros, ça va devenir un problème européen et mondial. C'est-à-dire, est-ce que ceux qui veulent prendre Républicain en main, c'est une dictature stalinienne, quoi, en gros, ils empêchent la liberté de la presse, ou est-ce que ceux qui veulent défendre Républicain ne sont pas des bourgeois, la liberté de la presse est bourgeois, et c'est en fait la défense fausse de la liberté. Le MFA va-t-il faire des soviets? Alors eux, ils continuent, ils font un organigramme des soviets, avec comment ça marche quartier par quartier, avec un militaire par soviet pour conseiller, donner les bonnes, voilà. Et tout ça se fait dans un climat où en fait il n'y a pas de programme politique des deux grands partis, et où en fait sur une question comme celle des droits démocratiques, ils s'affrontent. Et donc l'affrontement va cliver le mouvement social qui est uni. Le Républicain, l'affaire surgit en mai 75. Mais depuis 74, le mouvement social avait les mêmes visées. Cette question-là introduite dans les luttes va poser une question d'existence en fait de ces luttes. C'est-à-dire qu'il va y avoir une division profonde entre le Parti socialiste et le Parti communiste, avec des manifestations qui en juillet vont attendre un point culminant, parce que vous aurez des manifestations du PC massive contre le PS, puis du PS massive contre le PC, qui va évidemment affaiblir. Alors le MFA reste au-dessus, la constituante ne fonctionne pas. Mais il n'y a pas d'issue, parce qu'après Républicain, c'est la radio Renaissance, après la radio, c'est les chaînes de télé, comment ça se gère et comment ça se gouverne. Et est-ce qu'on reste, quel type de démocratie sociale nouvelle on met en place? Il n'y a pas de réponse. Il n'y a pas de réponse dans l'Europe de 1974 sur une question pareille. Parce qu'il n'y a pas de réponse sur une transition au socialisme avec des institutions démocratiques.
le Parti communiste se carre sur l'idée, faut de l'ordre avec le MFA pour garder ce qui a été acquis depuis avec lui, et il faut pas revenir en arrière. Et ils accusent le PS de vouloir revenir en arrière parce qu'il est pour la liberté de la presse, et en fait dire c'est la liberté de la presse bourgeoise qu'ils veulent, et donc en vérité, le clivage va être profond, il ne va pas être guéri. Alors, c'est là que, comme ils n'arrivent plus à gouverner, ils vont faire à un moment donné un triumvirat où Othello de Carvalho sera l'homme clé, et il faut dire qu'il dirige quand même ce qu'on appelle le COPCON, qui est en fait les troupes les plus à gauche qui ont été réunies et qui contrôlent Lisbonne, et puis le RALIS, qui est le régiment que tout le monde vient visiter parce qu'il y a meeting tous les soirs. Jean-Paul Sartre il vient, Simone de Beauvoir il vient. Il y a une vie politique chez les militaires, il y a des mouvements de militaires, il y aura des soldats unis vaincront, des soldats de base contre les officiers, il y aura des tentatives de syndicats de soldats, il y aura toute une série de choses qui vont traverser l'armée, bouger, mais sans apporter une solution, et surtout pas les similus cudo. C'est-à-dire, entre-temps, quelle est la vie dans les entreprises ? Et la vie dans les entreprises, il y a le même débat entre un syndicat unique et un syndicat unique et démocratique. L'unicité syndicale ou un syndicat unique. Alors, il faut comprendre qu'il reste des structures de l'ancien régime, c'est-à-dire c'est un syndicat vertical, mais c'est quand même un syndicat fait avec des ouvriers, et donc quand ils se réunissent sous un contexte pareil, tout le monde a changé d'état d'esprit, etc. Et alors ce que veulent les militaires, et ce que veut le Parti communiste, c'est un syndicat unique, mais pas avec le droit de tendance. Alors les socialistes disent, ben non, nous on veut un droit de tendance, ou en tout cas on veut le pluralisme syndical. Hop, une autre brèche s'ouvre. Ceux qui sont pour le pluralisme syndical et ceux qui sont pour un syndicat unique. Syndicat unique, le MFA est pour, parce que dans toute leur confusion, ils ont quand même les réflexes dictatoriaux d'antan, et ça marche bien avec le Parti communiste qui dit c'est ce que nous voulons, mais ça marche mal avec toutes les autres tendances d'un mouvement foisonnant comme celui que je suis en train d'essayer de vous décrire, et qui ne s'incruste pas dans un syndicat unique. Alors ça donne des querelles, boîte par boîte, et ça fait des divisions dans les rangs des entreprises. Quand il y a des comités, il y a des gens qui ont prétendu qu'il y avait des soviets à ce moment-là au Portugal. Moi, j'ai jamais pensé ça. Il y avait des tentatives de faire ce qu'on appellerait dans la France d'aujourd'hui des comités de base du nouveau Front populaire. Il y avait des tentatives, mais elles n'ont pas abouti. Elles ont donné tantôt, parce que quand la réunion était convoquée à 11h le matin, il y en avait une autre qui était convoquée à 17h. Celle de 11h était plutôt pro-socialiste, celle de 17h était plutôt pro-communiste. Ce qui fait qu'en vérité, les gens se disputaient, ils n'arrivaient pas à avoir un mouvement assez puissant. Le mouvement était multiple, mais il n'était pas assez puissant ni assez uni, et tous ces problèmes-là surgissaient en son sein sans qu'il puisse les résoudre. Donc on est arrivé, on a passé l'été, alors il y avait quand même les gens qui disaient « faut arrêter cette division, il faut l'unité », mais quelle unité ? Avec qui ? Alors les maoïstes et le PS étaient pour l'unité, mais sans le PC. Le PC était pour l'unité, mais sans le PS. Et l'extrême gauche était... Alors l'extrême gauche a réussi à faire des manifs de 400 ou 500 000 personnes. Hein. Je dis toujours la comparaison dans un pays de 9 millions d'habitants. Hein. C'était pas rien. Hein. Et il y avait, je fais la liste, je vous l'épargne, mais des 14 groupes principaux d'extrême gauche qu'il y avait, la moitié maoïste, la moitié trotskisante, ou la moitié genre PSU, si vous voulez, pour aller très très vite. Bon, ces groupes tentaient de se regrouper en disant, ils avaient raison d'ailleurs, en disant faut arrêter cette division parce que on va perdre tout à cause de la division. C'est pas un problème abstrait, hein, ce que je vous raconte. Il n'y a pas qu'au Portugal que cette question-là se pose. Hein. Et donc, quand ils ont fait ce mouvement, ces manifestations, etc., il n'y a pas eu d'issue. Ils ont fait un front d'unité révolutionnaire. Et le front d'unité révolutionnaire, le PC en premier temps s'est dit oui, on y adhère. Mais comme c'était contre le PS, le front n'a pas tenu longtemps. Et il y a des gens qui ont dit contre le PC s'est retiré du Front d'unité révolutionnaire. À chaque fois, c'était des petits morceaux de MFA qui changeaient. Ils se divisaient. Ils ne savaient pas avec qui ils étaient, dans quel endroit ils étaient, etc. Jusqu'à ce qu'il y ait une mobilisation de masse. Et je vais vous décrire une scène, c'est ça qui vaut la discussion, l'étude de la Révolution portugaise, si tout ce que j'ai dit précédemment ne le suffisait pas. On va arriver autour de novembre 1975 à ce que l'Assemblée constituante soit séquestrée. La grève est générale dans le pays. Les mouvements paysans se développent avec du retard dans toutes les campagnes. Les entreprises sont très largement occupées.
beaucoup de patrons ont fui. Du point de vue économique, ça va pas bien parce que c'est un désordre constant. Et puis l'argent ne va pas, il n'y a toujours pas les 6 000 escudos. Et les gens veulent les 6 000 escudos. Ça va être la revendication permanente pendant les 20 mois jusqu'en novembre 1975. Et quand la constituante est séquestrée, il se passe quelque chose, c'est que le gouvernement est séquestré. Et le gouvernement va se mettre en grève. C'est rarissime dans le monde, dans une révolution, sous la pression du mouvement de masse, qu'une Assemblée nationale soit séquestrée, qu'un gouvernement le soit, qui se mette en grève et qui dise « je ne peux plus rien faire ». Et les députés de l'Assemblée constituante sont obligés de demander la permission aux manifestants pour traverser leur rang, aller chercher des fringues propres et à manger, parce que sinon, ils ne s'en sortent pas là où ils sont. Vous voyez la situation, c'est-à-dire, c'est probablement la révolution la plus poussée du point de vue de l'effet de la volonté populaire de transformer le pays et la situation économique et sociale. Alors, tout change dans les esprits. La culture, les films arrivent, les lectures, tout ce qui était interdit, etc. C'est un chaudron, c'est bouillonnant, cette situation. Et puis ça va échouer, pourquoi ?